Alors, question centrée sur les Coupes d'Europe par Guillaume Châtelard. Comment se fait-il que depuis 1956, nous n'ayons remporté que 2 Coupes d'Europe alors que des plus petits pays ont largement fait mieux? Quelle analyse faites-vous de cela? J'ai pas d'analyse, j'ai même pas d'explication à cette nullité chronique et terrible. C'est même pas tant qu'on a remporté que 2 Coupes d'Europe, c'est surtout qu'on a fait très peu de finales et on a été très peu compétitif sur les finales qu'on a perdues. J'ai longtemps cru que c'était un manque de culture footballistique en France qui ne me plaçait pas la Coupe d'Europe à la hauteur qu'elle devait être. Mais j'avoue que j'ai pas vraiment d'explication à ce phénomène qui est effectivement très triste. Éric Gauthier me dit ton avis sur le départ de Simakan que tu apprécies en Arabie Saoudite alors qu'il est jeune et pouvait prétendre un meilleur club après Leipzig. Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant Mohamed. Il y a eu Paris, il y a eu Barcelone, et puis bon, finalement, je pense aussi que le fait d'être un arrière central, souvent aligné latéral droit, l'a un petit peu desservi parce que les clubs à ce niveau-là, ils cherchent plutôt des spécialistes et que la polyvalence, trop de polyvalence tue parfois la polyvalence. Donc, mais c'est vrai que c'est dramatique de partir en Arabie Saoudite si jeune. Alors évidemment, financièrement, il va mettre lui et toute sa famille à l'abri. C'est quelque chose, je le sais, d'important pour lui. Mais c'est vrai que c'est triste. Après, on peut imaginer que une fois les poches pleines, il reviendra, quoi. Jérôme Martinez me dit, as-tu connu Pape Diouf? Oui, bien sûr. Je l'ai connu. On a fait pas mal d'émissions ensemble. Et puis on se rencontrait souvent. C'était quelqu'un d'extrêmement érudit qui parlait un français absolument sublime, qui était drôle aussi et qui avait beaucoup de recul sur les choses. C'est vrai que c'est quelqu'un qui manque beaucoup. Éric Gauthier me dit Lyon devant vendre pour 80 millions, or ils continuent à recruter sans vendre, veulent prolonger Cherki. Comment comprendre cela? À quoi joue Textor? Y a-t-il du Gérard Lopez dans cette stratégie? Gérard Lopez est devenu le nom de l'antéchrist dans le football français. J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant dans cette façon de gérer les choses. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'il essaye d'acheter Everton en plus, comme s'il avait déjà pas assez à faire avec son club belge et son club brésilien. Donc il y a une fuite en avant qui me plaît pas beaucoup avec cet homme. Nicolas Coquel me dit si la question des droits télé est un tel fiasco, j'ai une question peut-être bête, mais pourquoi Ligue 1 ne fait pas sa propre chaîne de diffusion, Ligue 1, Ligue 2 féminine, et n'aurait pas à partager l'argent et faire payer ça entre 5 et 10 euros max? Ça limiterait le piratage, je trouve que ce serait une bonne idée. Oui, mais essayez de comprendre qu'une chaîne de foot payante, quel que soit son prix, 10 euros, 15 euros, 20 euros, pas moins, pas plus, ça ne peut drainer au max que 2 millions de gens. Donc 2 millions de gens à 20 euros, ça fait 400 millions. Et ça fait pas plus, quoi. Et évidemment, moins, ce serait catastrophique pour le football français. Après, il faut effectivement voir s'il y avait une chaîne qui offrait l'intégralité de la Ligue 1, l'intégralité de la Ligue 2, les féminines et tout. Effectivement, ça permettrait peut-être de mettre cette chaîne à 20 euros. Mais en même temps, même si vous la mettez à 3 euros, j'ai dans l'idée que ceux qui ont pris l'IPTV et qui ont Netflix, Amazon, Disney, Paramount, Canal pour 50 balles par an, je vois pas pourquoi ils reviendraient en arrière en disant tiens oui, je vais payer 5 euros par mois pour la chaîne de la Ligue. Donc j'ai peur que le mal soit déjà fait. Jean-David Bedel me dit moi qui ne connais pas du tout ce côté de la France, y a-t-il des jolies choses à voir à la Baule à part toi bien sûr? Non, il y a moi déjà évidemment. La Baule en soi, la mer, le Remblai est pas hyper joli, même s'il y a des raisons historiques à ça. C'est que longtemps le maire de la Baule a été Olivier Guichard, grand baron du pompidoliisme, et donc
dans les années 70, c'était le nec plus ultra d'avoir des immeubles modernes sur la plage. Hein. Il suffit de voir l'hôtel de ville de La Baule, qui est de pure inspiration vasareliesque. Donc la région, la mer, la plage est magnifique, mais bon, le Remblai est pas très très beau. L'intérieur de La Baule avec de très très jolies maisons, dont la mienne, est chouette. Et puis la région est très belle puisqu'il y a le parc de la Brière où j'habiterai bientôt quand les travaux auront déjà commencé avant d'être finis. Et puis il y a les marais salants qui sont avec le sel de Guérande évidemment, qui est magnifique, le port du Croisic très typique, la côte sauvage qui mène de La Baule au Croisic très belle aussi. Donc ouais, non, c'est une région où je me sens en tout cas très très bien. Éric Gauthier me dit: le tirage imbuvable de la Ligue des Champions me fait définitivement basculer dans le fait que je ne regardais pas cette épreuve. Comment l'as-tu vécu toi? Tu sais, quand tu fais un tweet, il faut bien comprendre que tu as des gens qui font exprès de pas comprendre ce que tu dis. Quand j'ai dit que le tirage au sort, pourtant je l'ai écrit en toutes lettres, hein, j'ai dit le tirage au sort est incompréhensible. Ça veut pas dire que j'avais pas compris la formule. Excusez-moi, je veux bien croire que je suis pas très intelligent, mais enfin, de là à pas comprendre la formule, il y a quand même des limites. Mais le tirage au sort, c'était imbitable, quoi, parce que en fait, il fallait attendre la fin pour savoir quels étaient les groupes, et puis c'est surtout le résultat qui me déçoit beaucoup, c'est-à-dire que t'as beaucoup d'équipes qui ont pas la même adversité et qui vont être quand même intégrés dans le même classement. Je trouve ça totalement injuste. Lucas Giannini me dit: la question est peut-être un peu bête, mais peux-tu nous dire à quoi sert un directeur sportif en dehors des périodes de transfert? Quelles sont ses autres fonctions? Que fait-il quand il n'y a pas de période de mercato? Ça dépend des clubs. Tu as des clubs où le directeur sportif est tout puissant, et puis tu as des clubs où c'est l'entraîneur qui est tout puissant, comme au PSG par exemple. Et puis il y a des clubs où le directeur sportif est vraiment extrêmement influent. Et puis il y a des clubs où c'est le président qui comme à Lille, où c'est Olivier Létang qui fait le recrutement. Donc effectivement, il y a cette part de recrutement, et après il y a la gestion au quotidien des joueurs qui sont peut-être pas forcément bien dans leur peau à un moment donné, des joueurs qui sont pas. Enfin, je pense que dans un club important, un directeur sportif, c'est très très important. GG Boubouche me dit: toi qui es proche d'au moins un président de Ligue 1, comment vit-il le fiasco de la Ligue? Et est-il, comme certains, satisfait du président actuel? Alors, le président proche dont tu parles, c'est Marc Keller. Marc Keller, il s'auto-félicite surtout d'avoir vendu le Racing avant cet effondrement des droits télé qui aurait mis le club dans un grand embarras s'il n'y avait pas eu de repreneurs, de riches repreneurs en plus, parce que il y a 23 millions à payer pour le stade du club, il y a la baisse de la fréquentation du fait des travaux, il y a le CVC à rembourser, enfin, tout ça fait que la situation du club aurait été inextricable, que la vente de Doucouré et Diarra aurait été du coup indispensable, et que t'aurais plus d'équipe, quoi, et qu'il aurait fallu bricoler pour assurer le maintien. Mais voilà, donc il est très très inquiet pour la suite. Satisfait du président actuel, j'avoue que je vais pas poser la question, mais je sais qu'il y a beaucoup de présidents qui sont pas contents, mais le problème c'est que c'est pas eux qui votent. Ça c'est aussi un des trucs les plus aberrants de cette élection du président de la Ligue. Sonia Cheval me dit: bonjour à vous, mon papa était fan de vous dans l'émission 100% foot. Pouvez-vous nous raconter comment s'est déroulée la fin de cette émission et à cause de quoi elle a été clôturée? Tu sais, le M6, c'est un peu selon les années, c'est pas de sport, du sport. Il faut savoir que cette chaîne avait communiqué à l'époque, en 98, sur la seule chaîne 100% sans football.
Donc voilà, il y a déjà une ambivalence sur le positionnement de la chaîne. Après, 100% foot, c'est une émission qui avait très très bien marché lorsqu'on avait eu les droits de la Coupe du Monde 2006 et de l'Euro 2008. Estelle est partie vers d'autres aventures. Et puis l'émission, elle était quand même le dimanche à minuit, donc tu pouvais pas espérer non plus faire des audiences folles. Et moi, j'ai été contacté par Cyril Linette et par Canal à ce moment-là, et je suis parti. L'émission a continué après sans moi. Et puis finalement, elle s'est arrêtée, et puis elle reprend de façon sporadique quand il y a un peu de foot sur M6. Mais voilà, M6, c'est pas non plus... sauf lorsqu'ils achètent des droits de grande compétition, le foot n'est pas non plus une priorité pour eux. Gaëtan Petit me dit « J'ai compris que tu n'étais pas chaud pour la candidature de Gervais Martel à la Ligue. Pourquoi trop vieux? Des idées has-been. » C'est pas que je suis pas chaud, c'est que moi je roule pour Cyril Linette parce que je pense très sincèrement que c'est le meilleur candidat pour ce poste. Donc je vais pas rouler pour Cyril Linette, Carl Olive, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, et Gervais. Donc voilà, moi je suis fidèle à Cyril, mais je pense que quelque part à l'arrivée, Gervais va aussi pouvoir candidater, donc tout est bien qui finit bien. Et enfin la dernière question de la semaine, de Gabriel Asson. Est-ce intelligent à ton goût de faire jouer le match France-Israël au Stade de France, vu les circonstances actuelles et l'emplacement de ce dernier? Un stade comme Strasbourg ou autre moins médiatisé aurait pu peut-être faire l'affaire. Strasbourg, c'est très compliqué de faire un match international puisque le stade est en travaux. Sinon, ça aurait effectivement été une idée. Effectivement, jouer France-Israël à Saint-Denis est une très mauvaise idée. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que le match risquait peut-être de se jouer à huis clos. C'est quelque part terrible qu'on soit obligé que le sport ne passe pas au-delà de tout ça. Israël n'est pas exclu jusqu'à preuve du contraire des compétitions internationales. Israël a droit de défendre ses chances. Mais effectivement, la Fédé aurait pu faire jouer ce match-là à un stade où il y aurait eu moins de risques parce que même à huis clos, j'ai comme dans l'idée que le match risque quand même d'être très chaud, même aux abords du stade. Voilà. Gouverner, encore une fois, gouverner, c'est prévoir. Voilà mes amis, écoutez, pour vous raconter ma life, je pars à Paris vendredi parce que j'ai des rendez-vous médicaux et je me fais réopérer le mardi des voies biliaires. Donc je vous ferai de ma chambre d'hôtel les notes et les débriefs des 2 matchs de l'équipe de France vendredi et lundi. Donc pas de face à Pierrot lundi prochain, peut-être un face à Pierrot le mercredi à mon retour baulois. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, Edison vous embrasse. Bonne journée, bye.